durable et rentable, l'entreprise au défi d'une nouvelle excellence. C'était finalement un peu le mantra de la journée. Et cette table, on est vraiment très content parce qu'on va vous la proposer. J'ai pu reprendre le yin-yang de Néo Business, Néo Terra, mais vous allez comprendre quand même pourquoi. Mais en effet, de pouvoir continuer à questionner ça sur cette table, une table qu'on a la chance de pouvoir monter avec Oui Demain. Vincent Bost en parlait en début d'après-midi. Et pour ça, je vais appeler nos intervenants et puis on va les revoir très très vite. Jean-Dominique Sigel de Oui Demain. Vous avez quelques Oui Demain qui sont disponibles de ci, de là. J'invite Jean-Dominique qui va lui animer la table aussi au titre de Oui Demain, puisque Oui Demain a commencé à avoir un partenariat en Nouvelle-Aquitaine et avec nous pour l'occasion. Prends un des micros, Jean-Dominique. Peut-être avant qu'on appelle nos différents intervenants. Merci de nous accueillir, merci de nous faire confiance. Donc rapidement, Oui Demain a 11 ans, donc je m'appelle Jean-Dominique Siegel, j'ai lancé cette revue avec mon frère François. Très rapidement, on n'est pas des perdreaux de l'année de ce métier, puisque mon frère et moi, on a dirigé un magazine qui s'appelait VSD, qui existe encore, mais qui avait été lancé par notre papa, qui s'appelait Maurice Siegel, puis après on a travaillé pour Le Monde. Et en fait, il y a plus d'une dizaine d'années, on a eu un sentiment qu'on était à une bascule de société. Et c'est un peu le rôle des médias d'essayer de raconter ces bascules de société, principalement parce que notre métier a été touché par la disruption numérique. Il a fallu qu'on se réinvente et on s'est dit très vite que tous les métiers allaient être touchés et qu'il fallait pouvoir le raconter. Et en même temps, est arrivé les problèmes d'environnement et on s'est dit que ça faisait 2 piliers pour faire un nouveau média. Et après, on a essayé de tordre le métier tel qu'on le faisait, c'est-à-dire le rôle d'un journaliste, et en ce moment avec l'actualité qu'on vit, c'est d'essayer de raconter l'actualité, les catastrophes, ce qu'on appelle l'histoire des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et nous, on a décidé, il y a 11 ans, de pratiquer un journalisme de solution. Et tout de suite, ce qui est arrivé, quand on a voulu travailler sur environnement et disruption, on s'est aperçu que ça ne se passait pas à Paris. Et que ce qu'on appelait le bottom-up, parce que j'aime pas du tout employer les mots anglo-saxons, mais c'est comme ça, c'était que l'innovation venait des régions et des territoires. Et très vite, dès les premiers numéros, on a commencé à faire ça. Et puis, dans le dernier numéro, qui est encore en vente pour un mois, on est parti à la rencontre de cette France des territoires. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé un nouveau pays. Et puis, on aime bien, c'est faire un journalisme de suite. Et pas se dire, une fois qu'on a un sujet, on le met de côté, on passe à celui d'après. Puis on a rencontré les gens de la Nouvelle-Aquitaine. Et on s'est dit, on aimerait bien venir en immersion chez vous pendant 1 an pour essayer de raconter comment une région innove. Là, dans ces 86 pages qu'on a faites, ça a été réjouissant pour nous parce qu'on a vu de l'innovation partout en France. Et puis c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'innovation chez vous en Nouvelle-Aquitaine et qu'on a voulu vous raconter tout ce qui se passait. J'ai été assez impressionné des conférences que j'ai entendues tout à l'heure. J'ai pas trop entendu à Paris que les fonds d'investissement ne soutenaient que les entreprises vertueuses. Là, franchement, ça m'a déjà pas mal épaté. Sur la notion qu'on est en grand danger, ça, je trouve ça passionnant. Parce que j'ai terminé... c'est assez court, ce que je vais dire. J'ai terminé cet été un livre qui s'appelait La Terre pour tous. Grosso modo, qui nous disait sur 2 scénarios. Le grand pas en avant où en fait, on continue sur la même lancée. Mais ce qui était intéressant, c'est indépendamment du fait que les 2 degrés sont actés, si on ne fait pas ce grand changement, avant le climat, c'est les démocraties qui vont tomber. Et on a un énorme boulot. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas, il y aura énormément de migration, il y aura énormément de restrictions de nos démocraties qui vont avoir peur. Et là, il y a énormément de boulot et il y a énormément de solutions qui sont à mettre en place. Et tout ça, je l'ai entendu. J'ai entendu les problèmes de l'eau que nous on raconte en permanence et on en parlera encore tout à l'heure. Voilà. En tout cas, merci de cette confiance. Merci Jean-Dominique pour cette première introduction. On va pouvoir appeler nos intervenants et puis je vais vous laisser, je ne suis pas très très loin, je suis un peu embusqué. Et bien, on va avoir la chance d'avoir avec nous ce soir Noémie Choka. On peut mettre un petit peu de musique et les applaudir pour les accompagner. Noémie Choka. Merci Noémie. Directrice de la stratégie chez Saint-Gobain. Je vous en prie, prenez place. Après, je vous laisse tranquille, j'annonce tout le monde. Nathalie Meurer, qui est directrice développement durable de NC. Bonjour Nathalie.
Laurence Jacot, qui est en charge du Customer Success chez Lectra, une ETI évidemment qu'on connaît bien en Nouvelle-Aquitaine. Et puis Jean-Dominique, je te laisse appeler. Et évidemment Navi. Je reviendrai sur Navi juste en fin. Donc je vais vous présenter ces formidables personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Noémie s'occupe de la stratégie de Saint-Gobain depuis 2021. Elle est chez Saint-Gobain depuis 2012. Elle a un joli parcours parce qu'elle s'occupait de marketing, mais elle est polytechnicienne et MIT. Pas mal. J'ai la chance d'avoir un fils polytechnicien, je lui disais tout à l'heure, donc je lui ai demandé si elle a, comme mon fils, la même devise. Pour la gloire, les sciences et la patrie. Oui, on en parlera. Nathalie, c'est intéressant parce que Nathalie, nous on s'est rencontrés. Elle s'occupe du développement durable, sustainability et projet 2030 chez NC. Et ce que j'ai trouvé intéressant en regardant son parcours, c'est qu'en fait, 80% de son parcours, c'est dans la finance. Donc de la finance au durable, c'est vraiment complètement le thème de notre table ronde. Quant à vous, Laurence, donc, vous êtes chez Lectra, vous êtes responsable des achats. Pardon, excusez-moi. Non, pardon, je reviens, excusez-moi, sur mes petites notes. J'ai été responsable des achats. Vous étiez responsable des achats, mais oui. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez fait une grande partie de votre carrière aussi sur les achats. Oui, tout à fait. Et j'ai fait le MAI à Bordeaux. Exactement. Et après, donc, Madrid et Master. Ce qui est intéressant aussi à travers vous, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes responsable de ce qu'on appelle le Chief Customer Success Officer, ce que vous allez traduire en français par... Eh bien, je m'occupe de ce qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire de nos clients, de la réussite de nos clients, et finalement de faire en sorte qu'ils voient toute la valeur de nos offres. Donc, je suis au comité exécutif de Lectra et donc je chapeaute 850 personnes qui sont sur le terrain et qui sont là pour aider nos clients à réussir avec nos solutions technologiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Pardon, excusez-moi, oui. Clients, stratégie, finance et après durabilité et Navi. Navi, on se connaît depuis presque le début de Oui Demain. Il nous a influencés, il nous a vraiment influencés dans la manière de voir notre stratégie. Il vient d'être élu hier ou avant-hier, un des 50 personnes les plus influentes. C'est important, c'est un joli titre. Quand on a commencé, donc il a développé cette stratégie du faire mieux avec moins. On avait fait notre premier papier dans notre numéro 5, aujourd'hui on est numéro 44. Et je voulais te poser une question. À l'époque, quand tu avais interviewé, tu nous avais parlé d'une entreprise chinoise de lave-linge et je trouvais que c'était intéressant que tu réexpliques ce qu'avait fait ce monsieur Zhang. Oui, c'était l'entreprise Haier. Tout simplement, c'est l'histoire avec un technicien de Haier est allé voir un client dans un village et qui utilisait en fait la machine à laver de Haier pour laver des patates. Alors, au lieu d'être choqué, c'est une entreprise qui est ingénieuse. Donc, en 3-4 semaines, ils ont conçu une nouvelle machine à laver qui est capable justement aussi de laver des patates. C'est devenu un best-seller. C'est une façon d'illustrer comment, effectivement, ces entreprises qui sont capables de transformer l'adversité en opportunité. Juste une petite parenthèse, M. Zhang Roumin, qui est le patron de Haier, avant-hier, justement, dans Thinkers 50, a reçu le prix d'excellence en management. Et c'est la toute première fois en 30 ans que c'est un patron, un PDG, qui reçoit le prix pour innovation en management. D'accord. Donc toi, ton rôle ce soir, c'est que tu interviens quand tu veux. Je suis muet. Non, mais tu prends la parole et je serai frugal dans mes propos. Là. Tu interviens quand tu veux. Avant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser dans un premier temps des questions à toutes les trois, qui peut-être vous pourrez répondre chacune de vous, et puis après des questions individuelles où les autres pourront intervenir. J'ai trouvé assez intéressant tout à l'heure dans les interventions l'intervention d'Emmanuel Ledoux de l'Institut de l'économie circulaire qui a dit que tous nos modèles allaient tomber si on n'intervenait pas. Et je pense que c'est une notion qu'on doit vraiment tenir en compte. Et je ne sais pas laquelle on va dire. Noémie, est-ce qu'il y a un moment donné, c'est la première question qui s'adresse à toutes les trois, vous avez senti que la demande était devenue pressante de la part des consommateurs ou de vos fournisseurs?
Ou simplement pour vous, quand vous sentez que c'était devenu stratégique? Alors Saint-Gobain a une stratégie autour de l'habitat durable depuis 2007, donc c'est pas nouveau qu'on place la durabilité au cœur de notre stratégie, mais c'est vrai qu'il y a une vraie accélération depuis 3-4 ans. Donc pour nous, c'est venu en 2020, comme beaucoup de gens, je pense. Donc fin 2020, on a pris l'engagement net zéro carbone 2050, et en 2021, on a dévoilé une nouvelle stratégie de vraiment se focaliser sur la construction durable, ce qui fait que notre stratégie business et notre stratégie RSE ne font plus qu'une. Notre stratégie, c'est vraiment d'apporter des solutions pour la construction durable. La prise de conscience, elle vient aussi du fait que 40% des émissions de CO2 dans le monde viennent du bâtiment. Donc à la fois pendant la phase de construction, avec les matériaux qui sont impliqués dans la construction, et puis pendant la phase de vie du bâtiment, notamment toutes les émissions de CO2 liées au chauffage. Donc 40%, c'est absolument majeur. Tout le monde parle d'aller vers des trajectoires net zéro carbone, mais aucun pays n'y arrivera s'il n'y a pas une vraie transformation du bâtiment, du secteur de la construction. Donc c'est cette prise de conscience-là de se dire aussi on est sur un secteur qui a un rôle vraiment primordial à jouer dans la transition énergétique. On viendra plus en détail tout à l'heure. Nathalie? Alors, la maison NC produit du cognac. Et pour fabriquer du cognac, on a besoin de vignes, puisqu'il n'y a pas de cognac sans raisin. Cela dit, on avait fait notre premier bilan carbone il y a 20 ans, avec M. Jean Covici à l'époque, qui était de l'ADEME. On avait travaillé sur la réduction de nos consommations d'eau aussi, de 40%. Et puis, cela dit, on s'est inscrit dans la trajectoire SBTN de réduction de 50% de nos émissions carbone. Et c'est la raison pour laquelle on a identifié, en fait, c'est aussi une approche stratégique par les risques. Comment est-ce que notre business model peut être affecté par le dépassement des limites planétaires au sens large et pas uniquement les énergies, et de se dire finalement sur toute notre chaîne de valeur quels sont les éléments exogènes sur lesquels notre profitabilité et notre pérennité sur un très long terme peut être mise en cause. Et c'est la raison pour laquelle en fait on a décliné, on a conçu et on est en train de décliner tout un plan autour du développement durable, à la fois sur la partie environnement, mais aussi sur la partie sociale et sociétale. Non, Laurence? Et chez Lectra, alors Lectra, on est leader mondial de solutions technologiques, on fabrique donc des équipements, mais aussi donc des logiciels, on est spécialiste de la découpe et on est sur 3 marchés sectoriels, la mode, l'habillement, l'automobile et l'ameublement. Et en fait, on se rend compte que on a toujours été RSE, on a toujours fait de la RSE, un peu comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Parce que finalement, notre proposition de valeur, c'est de proposer à nos clients finalement de faire des économies. Par contre, ça s'est accéléré. On a pris cette conscience. On a pris conscience qu'effectivement, on était RSE. Mais c'est vrai que le monde et surtout nos consommateurs, les consommateurs notamment dans la mode et l'habillement, ont évolué. Et il y a des prises de conscience qui ont été vraiment très importantes. Et alors nous, c'est pas 40%, mais le monde du fashion, c'est quand même 8% des émissions de CO2 mondiales. C'est énorme. 40% des vêtements achetés ne sont jamais portés. Il y a des chiffres comme ça qui marquent les esprits et qui nous marquent aussi. 70% finalement des fibres textiles finissent enfouies et non pas recyclées. Un t-shirt, c'est 1000 litres d'eau, c'est ça? C'est ça. Et un jean délavé, troué, etc., c'est des milliers de litres d'eau. Et donc, à un moment donné, il y a eu cette prise de conscience de nos consommateurs qui ont remonté finalement la chaîne. Et donc, on a accéléré, on s'est rendu compte, oui, on a toujours fait du RSE, mais maintenant, on va accélérer et on va vraiment en faire un élément clé de notre stratégie. Et on a ancré ça dans notre stratégie. Et pour nous, c'est vraiment un fer de lance. Navi, tu as vu intervenir? Non? Non, pas encore. Pas encore. D'accord, tu restes frugal. Tu interviens quand tu veux. Bien sûr. Donc là, on est quoi sur, par rapport à cette table ronde rentable et durable, on est sur une notion de frein, d'accélération par rapport. Vous direz quoi? On dirait quoi? Nous, on accélère clairement. Alors, nous, on n'oppose pas la rentabilité et la durabilité, puisqu'en fait, c'est une partie prenante
de notre chaîne de valeur. En revanche, l'accélération est indispensable, ça c'est évident. Et puis, ce qui est dans notre business model, on travaille avec tout un écosystème parce qu'en fait, on achète des eaux de vie qu'on assemble et qu'on fait vieillir. Enfin, plutôt dans l'autre sens, on les fait vieillir, on les assemble. Et autour de nous, on a comme des partenaires des 1600 viticulteurs, on a 800 distillateurs de cru ou de profession. Et donc, c'est tout un écosystème qui évolue avec nous et qu'on essaie de faire évoluer aussi. Et l'accélération n'est pas aussi rapide qu'on le souhaiterait, dans le sens où en fait on a tout un effet d'entraînement à encourager, à appuyer et puis à faire franchir le pas. La question c'est est-ce que c'est une influence sur les marges ou pas de changer le modèle pour plus de durabilité? Aujourd'hui, nous, on est en train de s'adapter. En fait, notre business model n'est pas sur une création, c'est pas un nouveau business model. Donc, on a transitionné sur nos vignobles propres, on sait que ça n'affecte pas nos marges. Maintenant, il faut qu'on arrive à le prouver à nos partenaires pour justement les convaincre de ça. C'est pas tant la rentabilité ou la profitabilité à un temps T qui importe, c'est la prise de risque liée au changement. Et c'est ça qui est difficile. Combien de temps à le mesurer? On le met minimum 3 ans. Et comme chaque année est différente, puisqu'il n'y a pas une année qui est comparable à l'autre en termes de météo, de pluie, de température, on arrive à le mesurer en faisant des benchmarks en fait. Avec justement des nuages de points pour pouvoir se rendre compte des différences. Mais c'est une transition qui prend un certain nombre d'années. C'est 3-4 ans. Et chez Saint-Gobain, ce changement vers plus de durabilité, est-ce que ça a affecté les marges, le ratio de rentabilité? Alors non, nous, on n'oppose pas non plus durabilité et rentabilité, clairement. On évolue de plus en plus vers des business qui ont pour objectif de proposer des solutions de décarbonation pour les clients, pour aider, pour avoir un impact positif sur la planète, et en même temps, on améliore notre rentabilité. Donc, les deux vont vraiment ensemble et ne s'opposent pas. Pour notre propre feuille de route de décarbonation, pour la réduction de nos émissions de CO2, il y a évidemment des investissements importants à faire. En 2022, on a eu 191 millions d'euros d'investissement en investissement industriel et en R&D pour la décarbonation de nos usines. Donc c'est un effort important. Ce qu'on fait, c'est qu'on priorise tous les investissements qui permettent de réduire la consommation d'énergie, puisque la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc avant de parler de décarbonation, déjà parler de frugalité. Et là, on revient au propos de Navi. Et donc évidemment, tous les investissements qui permettent de réduire la consommation d'énergie ont des bons paybacks. Donc là, on n'oppose pas du tout la rentabilité et la durabilité. Allez-y. Et donc, si je peux compléter, donc effectivement, on accélère, mais alors durable et rentable, non seulement c'est pas antinomique, oui, mais ça va vraiment dans la même direction. C'est-à-dire que plus on aide nos clients à être durables, plus on leur fait faire d'économies, et plus ils sont rentables, et plus ils sont rentables, et plus on est rentable aussi. Donc c'est vraiment une chaîne complètement vertueuse. Donc je m'explique, alors pour ceux qui ne connaissent pas tellement Lectra, on fait des machines de découpe, on fait aussi des logiciels. En quoi on aide nos clients finalement à aller aussi vers cette frugalité? Eh bien, je l'ai dit, le marché de la mode donc, est très polluant, très consommateur, et donc il y a à peu près 15% de pollution qui vient finalement des chutes de tissus quand on fait de la découpe. Et donc nos solutions technologiques, qui allient bien sûr des logiciels et des machines de découpe, permettent d'optimiser les placements avec bien sûr beaucoup d'intelligence, de l'intelligence artificielle, etc. Et des algorithmes très poussés. Et le but, c'est effectivement de réduire ces chutes et donc de faire des économies à nos clients. Donc on fait faire des économies à nos clients, y compris on a aussi des logiciels pour les aider à développer des vêtements. Un vêtement sur 2 dans le monde est développé avec des logiciels Lectra, juste un petit clin d'œil. Et qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, nos logiciels? Eh bien, ils évitent finalement de faire un nombre important de prototypes. Donc, on digitalise toute cette chaîne finalement de développement. On évite des prototypes, on évite des allers-retours, on évite donc du carbone à tous les étages. Et surtout, on va plus vite et on fait gagner de l'argent à nos clients. Donc, nos clients, quelque part, ils voient la valeur. Et finalement, plus ils font d'économies, plus ils sont durables,
et plus ils sont, et plus ils continuent à acheter des logiciels et des équipements chez nous. Donc c'est vraiment un cercle complètement vertueux et c'est pas du tout antinomique. Au contraire, c'est synergisant. C'est-à-dire que la durabilité, vraiment, elle doit être associée à la rentabilité et elle est forcément associée à la rentabilité. Non, mais c'est intéressant. Et puis, j'ai bien entendu tout à l'heure Nicolas Lapère de Généo, c'est-à-dire que des entreprises, même des PME ou des startups qui vont venir et qui n'auront pas un projet de durabilité ne seront pas reçus pour des investissements. Mais quand même, quand là vous êtes sur des sociétés, grosses sociétés, rentables ou ETI, c'est-à-dire que quand on se retrouve face à une PME et qu'on a le trimestre, comment on gère ça, quoi? Comment on gère cette notion de changement de modèle par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire on met 3 ans pour s'apercevoir si ça a bien fonctionné, ce qui n'est absolument pas le cas possible pour une PME. Je ne sais pas, capacité de répondre à ça, parce qu'il faut bien y répondre. Toi, Navi, quel est ton regard par rapport à ça? Alors, tout d'abord, je pensais à quelque chose qui m'est arrivé lundi. J'étais à cette conférence de Thinkers 50, qui regroupe beaucoup de penseurs, mais aussi des praticiens de management, majoritairement issus du monde anglo-saxon. Et justement, c'était un peu déroutant d'entendre le fait que justement, les propos tenus par les praticiens, mais aussi les gens qui font le pronostic, c'était dire finalement, voilà, est-ce que justement on peut concilier durabilité et profitabilité, et surtout avec le mouvement anti-ESG qui va, selon les signaux faibles que je viens de recevoir, qui vont vraiment s'amplifier avec une forme de ce qu'on appelle le green shaming, c'est-à-dire des investissements massifs dans les médias pour critiquer, voire humilier les entreprises qui cherchent justement à concilier durabilité et profitabilité. Il est clair qu'il y a une espèce de backlash. Okay? Donc ça, dans le monde anglo-saxon, ça va se faire qu'on le veuille ou pas pour des raisons politiques. Et ce qu'on est en train d'entendre, c'est effectivement, c'est pas gagné d'avance. Et c'est là que là, juste un exemple que je vais citer, et peut-être que ça va vraiment vous inspirer. Je pense à l'exemple de Unilever, avec le patron Paul Polman, qui a pris la tête d'Unilever, un géant de biens de consommation, en 2009. Et il a lancé le fameux plan Unilever pour le mode de vie durable. Et moi, je le connaissais depuis 2010. Et en 2014, j'ai écrit mon livre L'innovation frugale. Et lui, il a écrit la préface. Alors, je me rappelle encore l'avoir rencontré et posé la question, est-ce que vous croyez justement qu'on peut concilier ça? Et il a dit, moi j'ai la foi. C'est ce qui est plus important que les données. Okay? Pourquoi ça? Parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'aujourd'hui il est considéré comme un héros de durabilité. Mais en 2013, il y a eu des investisseurs qui ont pensé qu'ils s'occupaient davantage, s'inquiétaient davantage de la planète que les investisseurs. Okay? Par contre, là je conclus sur un temps très optimiste. Par contre, il a été prouvé que pendant qu'il était patron pendant les 10 ans, entre 2009 et 2019, pour chaque dollar que Unilever a investi en durabilité, il y a eu un retour sur investissement de 18 $. Plus important, les actionnaires ont gagné en rendement de 300%. Donc, il a prouvé qu'effectivement, de façon rétrospective, on peut dire, oui, on a pu concilier ça. Mais quand vous êtes à mi-chemin, et pourquoi je dis ça, désolé d'être un peu alarmiste, mais je fais beaucoup de pronostics depuis maintenant 30 ans, c'est mon métier. 2024 va être une année difficile. Donc ça me rappelle un peu ce qui s'est passé il y a 12 ans avec Unilever. Donc la question, c'est comment en fait on va maintenir le cap et continuer justement. Tu as posé la question. 2023 est déjà pas mal, remarque. À mon avis, 2024, ça va être encore plus difficile. Donc c'est là qu'on a besoin de cette foi. Et puis peut-être quelque part aussi prendre un peu de recul et célébrer un peu ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Et je crois que cette conférence a fait un excellent job pour montrer qu'il y a déjà des entreprises qui sont engagées avec cette foi dans cette transition. Et donc, je vous invite chacun d'entre vous de garder cette foi. Voilà. Mais comment? Oui, d'accord, Navi, mais la foi, quand tu es une PME, on fait quoi quand tu es une PME Pour moi, alors justement, il y a 2 ans, j'ai créé un rapport avec Terranova qui était très simple. C'est que quand vous êtes PME, alors j'étais il y a 2 semaines en Italie,
Vous savez que l'Italie, un peu pareil qu'ici, mais 99% de leur PIB, ça vient des TPE. Okay, et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la France, ils sont totalement répartis dans plusieurs territoires. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans chaque territoire, la réponse à ta question, ils n'agissent pas individuellement. Ils ont des réseaux incroyables de solidarité. Donc, le changement va se faire collectivement, et non pas individuellement. Et donc, tu viens, c'est très bien, parce que tu me fais la transition avec la question d'après, qui est, la raison pour laquelle j'ai pu faire, ou on a pu faire la couverture du dernier numéro et on est venu chez vous. Est-ce que simplement vous trouvez que c'est plus efficace de partir des territoires? Je vais commencer par vous, Laurence, puisque vous êtes dans les territoires. On est très ancré dans le territoire. Ouais. Et j'ai été d'ailleurs chez Lectra aussi directrice industrielle et j'ai fait vraiment un gros boulot pour... et j'en ai fait même une fierté. On produisait tous nos équipements, 100% de nos équipements qui étaient pourtant exportés dans le monde entier, 100% étaient donc produits donc, à Cestas, donc sur le territoire, avec 60% de nos approvisionnements, de nos composants qui étaient sourcés localement et 95% qui étaient sourcés en Europe. Donc vraiment... à un moment donné, alors que, et je me souviens, c'était il y a déjà quelques années, quand tout le monde partait en Chine pour assembler pour fabriquer en Chine, parce que le Made in China, c'était beaucoup moins cher, etc. On a résisté avec la direction de Lectra, avec le PDG, on a pris cette décision qui était à l'inverse de toutes les autres décisions, c'est-à-dire on a dit, on avait fait les études, hein, à un moment donné, on a dit, effectivement, facialement, on a l'impression que ça coûte moins cher de fabriquer en Chine, mais au final, quand on rajoute les coûts cachés, la non-qualité, la loyauté de fournisseurs. Nous, on a des fournisseurs chez Lectra, on va fêter nos 50 ans l'année prochaine. On a des fournisseurs qui sont là depuis le premier jour. On a connu des hauts et des bas, ils ont toujours été là. Ils connaissent des hauts et des bas, on est toujours là à leur côté aussi. C'est ça aussi, à un moment donné, l'ancrage territorial, et c'est ça qui fait la force aussi d'un modèle. C'est pas simplement, je papillonne, je vais chercher ce qu'il y a de moins cher, etc. Mais à un moment donné, nos fournisseurs... qui sont, alors même si le mot est un peu tarte à la crème, qui sont devenus finalement des partenaires, ils sont là, ils seront toujours là à nos côtés. Aujourd'hui, on a grossi, on a racheté un autre concurrent américain, et ça, c'est vraiment une très grande fierté aussi. À un moment donné, la petite ETI européenne qui rachète son concurrent américain et qui devient leader mondial, à un moment donné, c'est aussi une grande fierté. Et là, pareil, on a adapté notre stratégie. Et là, on s'ancre, parce qu'on a aussi une grande partie de notre marché sur le territoire américain et sur le territoire chinois et asiatique. Et là, on a dit, à un moment donné, c'est vrai que tout produire en France pour exporter dans le monde entier, il y a peut-être aussi un petit peu de carbone à économiser. Et là, on revoit effectivement notre copie et on produit localement sur les 3 continents pour être au plus près, finalement, des besoins et de la demande de nos clients. Mais toujours avec une charte d'achat responsable aussi. On a été des pionniers aussi à mettre en place cette charte en 2000. Moi, j'étais directrice des achats et je l'avais mise en place en 2000, il y a déjà donc 23 ans. Et ça nous a toujours, à un moment donné, le territoire, l'ancrage participe aussi à la rentabilité et donc à la durabilité. Oui, ce qui est intéressant d'ailleurs, si on s'en fait référence à M. Hénave tout à l'heure, de la région Bretagne, qui expliquait qu'avec 3% de production, ils économisaient 700 000 euros. Ça fait résonance à ça. Et au niveau des territoires sur Annecy, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas, mais c'est une grande chance en fait. Parce que on est une appellation d'origine contrôlée, donc c'est comme ça. Mais finalement, on génère 30 000 emplois rien que la maison ici, dans tout l'écosystème. Et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure des crises, exactement ce que Laurence disait, il y a de la cohésion, il y a des familles qui travaillent pour la maison ici depuis des générations. On en est à la 8e génération d'assembleurs, de maîtres assembleurs chez nous. Donc en fait, il y a un ancrage et une cohésion très très forte. Et c'est ce qui fait que la crise du Japon, on l'a surpassée, la crise de la Chine. Et là, en ce moment, on a une crise aux US. Et tout le monde se serre les coudes. Et c'est ça qui fait qu'à chaque crise, on ressort encore plus fort. Et effectivement, la croissance dans le temps, c'est avéré. Noémie. Donc Saint-Gobain, on est présent dans 75 pays dans le monde, mais on a vraiment un modèle d'affaires très local. Donc on a à peu près 1000 usines dans le monde. Chaque usine se source de matières premières locales et produit localement pour le marché local.
Donc on est vraiment on n'est pas du tout sur un modèle international avec des chaînes de valeur mondiales et des produits qu'on expédie d'un continent à l'autre. Donc on est présent dans beaucoup de territoires, mais à chaque fois vraiment ancré dans le territoire pour les clients locaux près de nos usines. Et sur les questions de transition énergétique, on a vraiment une approche locale, puisque la réduction des émissions de CO2, elle se fait vraiment usine par usine. Elle n'est pas pilotée depuis Paris par le monde entier. C'est vraiment chaque équipe, au niveau de chaque usine, qui va construire son plan d'action en fonction du territoire où il est. Et là encore, la notion de territoire, elle est très importante, puisque les réponses ne sont pas du tout les mêmes d'un endroit à l'autre. On vient d'inaugurer notre première usine, la première usine au monde de production zéro carbone de plaques de plâtre en Norvège. Et donc nos équipes en Norvège, elles ont choisi d'électrifier complètement l'usine, parce qu'en Norvège, il y a de l'hydroélectricité qui est abondante et qui est bon marché. On a nos équipes en Inde qui sont en train de faire la même chose, de se dire nous aussi on veut une usine zéro carbone de plaques de plâtre en Inde. Eux, ils ont choisi la biomasse, parce que notre usine de plaques de plâtre en Inde, elle est dans une région où il y a beaucoup de production de riz, et donc l'écorce de riz est une source de biomasse locale abondante. Donc voilà, ils n'ont pas du tout choisi la même solution technologique, ils n'ont pas du tout choisi la même voie. Et ça, c'est des plans qui n'ont pas du tout été conçus à Paris en centrale. C'est vraiment dans chaque équipe, dans chaque territoire, qui, en fonction des spécificités du territoire, construit sa feuille de route. D'accord. J'ai une question aussi, parce que on fait Oui Demain, mais aussi on fait un magazine pour les ados, pour les 14-20 ans, parce qu'on a le sentiment, on a monté ça avec le groupe Bayard Presse, ça s'appelle Oui Demain Ado, le sentiment que la jeune génération, peut-être éco-anxieux, et c'est peut-être une bonne chose qu'ils soient éco-anxieux, parce que leur tête fonctionne, mais, et on voit beaucoup que la jeune génération veut absolument donner un sens à leur boulot, et je voulais vous demander à chacune de vous trois, si maintenant dans le recrutement, c'est vraiment quelque chose de récurrent de dire on ne viendra pas travailler chez vous parce que votre engagement, ou est-ce qu'on vous questionne très fortement sur l'engagement de votre entreprise? Parce qu'on a l'impression qu'on l'entend généralement, mais concrètement, vous dans le recrutement, est-ce que c'est quelque chose qui est très important? Est-ce que vous avez senti que les jeunes ne viennent pas s'il n'y a pas les réponses? Pas que les jeunes, hein, je dirais de manière générale. Je pense que c'est un sentiment qui va au-delà des jeunes. Mais quasiment toutes les personnes que je reçois en entretien me disent au contraire qu'elles sont attirées par Saint-Gobain à cause de notre engagement pour la sustainabilité et parce qu'elles veulent avoir un impact concret sur ces sujets de lutte contre le changement climatique et qu'elles voient que chez Saint-Gobain, elles pourront avoir cet impact. Ça revient de manière très forte. On a un sondage annuel auprès de tous nos salariés dans le monde, donc auprès de 170 000 salariés cadres, non cadres, dans 75 pays, avec un taux de participation de 87%. Et 90% d'entre eux disent qu'ils sont fiers de travailler chez Saint-Gobain, en particulier pour ces raisons d'engagement RSE. La notion d'engagement arrive vite? Elle arrive très vite. Et on voit que c'est un facteur d'engagement fort et on le suit chaque année. On fait ce sondage depuis 4 ans. On voit que les résultats s'améliorent d'année en année. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Par rapport à il y a 4 ans, il y a un vrai... Il y a un vrai changement, ouais. D'accord. Bon, NC, chacune d'entre vous, parce que c'est intéressant ça, au niveau... Moi, je suis d'accord avec ce que dit Nomi. C'est pas une question de génération, en fait. À tous les âges, en fait, les gens se posent des questions. En tout cas, le fait d'avoir une politique de développement durable forte, robuste et qui est concrète, c'est pas quelque chose d'affiché et qu'on ne déploie pas, ça renforce énormément la marque employeur. Et le sentiment d'appartenance, et la fierté, et l'engagement, et la motivation. Et tout le monde, de plus en plus de collaborateurs cherchent à avoir un purpose, une raison d'être dans leur travail. À côté de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, c'est aussi un sujet très récurrent. Donc la réponse est oui. D'accord. La même chose chez Electra, c'est pas forcément générationnel, mais quand même, les jeunes nous poussent beaucoup. Et effectivement, ils veulent du sens dans leur travail.
Ils n'hésitent pas à challenger, à aller beaucoup plus loin. Et clairement, on le voit dans les entretiens de recrutement. Ce sont des questions qui viennent. Qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais apporter à la société dans ce job-là? On doit leur donner cette vision, ce sens. Et c'est vrai que du coup, comme je disais en introduction, on fait du CSR depuis des années sans le savoir. Mais du coup, on communique dessus. Parce qu'il faut le faire savoir maintenant. Et il faut que les jeunes et les moins jeunes, quand ils viennent chez nous, ils sentent effectivement qu'ils donnent du sens à leur, je dirais, à leur travail. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et de la même façon, hein, on voit cette prise de conscience qui s'améliore. Nous aussi, on fait des enquêtes. Alors, pas depuis 4 ans, on a commencé, on est à la 3e année. Et on voit qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'accélère. Et l'équilibre vie professionnelle, vie privée, enfin, il y a plein de choses parce que le CSR, c'est pas simplement la réduction carbone, c'est aussi tout ça. C'est finalement la place aussi de la société, que l'entreprise a dans la société et le rôle qu'elle joue. Et on a un rôle vraiment très important. Et ça, on le prend vraiment à cœur. Et dans notre stratégie RSE, ce sont vraiment des piliers qui sont mis en avant. Et les gens qui sont à l'intérieur de la société, vous êtes challengés là-dessus, sur ces questions? Si vous êtes challengés sur ces questions environnementales, durables? Ah oui. Et nous, on a donc dans nos équipes, mais aussi nos représentants du personnel qui posent des questions. Et donc, c'est très encourageant parce que c'est représentatif des questions que les collaborateurs se posent. Donc, de façon constructive, mais oui. Juste un truc, il y a un sondage qui vient de sortir de PwC qui est assez alarmant, qui montre que la moitié des générations Z considèrent que les entreprises actuelles ne vont pas durer au-delà de 10 ans. C'est intéressant parce que le mot durabilité en anglais veut dire durability. C'est la capacité de pouvoir survivre. Alors c'est très intéressant parce que ça rejoint un truc que Laurence a dit est très important et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que eux, ils considèrent que en fonction de ce qu'ils sont en train de lire dans les médias et ce que reportent les entreprises, ils ne font plus confiance en la capacité des entreprises de s'engager authentiquement et sérieusement dans la transition qui justifierait qu'eux, ils vont aller travailler pour ces entreprises-là. D'où l'importance, je offre ça comme un conseil, justement de ne pas faire du greenwashing, qui est une autre forme de greenwashing. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que vous faites quelque chose d'intéressant, mais vous n'en parlez pas modestie ou autre chose. Parce que justement, ce sont cette communication authentique qui va justement convaincre ces jeunes-là à venir travailler pour vous. Et je pense que ça va être le grand challenge des entreprises. C'est justement, surtout en France, je le vois bien, excuse-moi si je suis un peu très culturel, mais il y a un côté américain qui fait que, bon, on aime bien show off, quoi, un peu. Alors qu'en France, on est toujours un peu modeste. Et je crois qu'il est temps pour la France, justement, d'être un peu plus audacieux et de ne pas avoir honte de dire ce qu'on appelle walk the talk. On le fait déjà, alors pourquoi on a honte d'en parler, quoi? Tu as tout à fait raison, mais c'est exactement la prise de conscience qu'on a pris chez Electra. On s'est dit, mais on fait plein de choses et on ne communique pas. Et finalement, les jeunes et les moins jeunes nous le remontent dans les sondages et nous disent « Qu'est-ce que vous faites ?» Eh bien là, on a mis le paquet sur aussi la communication, parce qu'à un moment donné, c'est bien de faire, mais c'est bien de faire savoir aussi ce qu'on fait. Parce qu'à un moment donné, après, ça fait un effet d'entraînement. Et cet engagement, cette fierté d'appartenir à un groupe qui est engagé, eh bien, voilà, ça va au-delà de la sphère, je dirais, professionnelle. Hein. Les gens en parlent, voilà, quand ils sont en dehors du boulot, enfin, ça fait partie... Et quand on est fier effectivement de travailler pour une entreprise, eh ben, ça a des retombées très importantes. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis et ça rejoint un peu la question précédente sur durabilité et rentabilité. On voit il ne faut vraiment pas sous-estimer, je pense, l'impact positif que ça a sur l'engagement des collaborateurs, sur la fierté, parce qu'à la fin, une entreprise, elle est faite des hommes et des femmes qui la composent. Et toute cette énergie, tout cet engagement va se traduire à la fois dans des progrès en termes de durabilité, mais aussi sur la performance globale de l'entreprise. Merci. Noémie, maintenant, je posais une question. Tout à l'heure, Manuel Mercier m'a volé une information, mais qui n'est pas une information, mais une information qui m'a quand même épaté quand j'ai lu donc, cet été La Terre pour tous, qui était donc le nouveau rapport du Club de Rome. Je ne m'attendais pas à ce que la deuxième consommation après l'eau soit le béton. Quand même, franchement, là, je l'ai relu 3 fois, je l'ai stabilo-bossé dans le bouquin.
Et je me suis dit, on ne va pas y arriver, là, c'est quand même incroyable, ça. Et en fait, en entendant Materop, je lui dis, ben si, parce que comme toujours, le journaliste que j'essaye de promouvoir, qui est le journaliste de solutions, il y a des solutions. Alors je reviens par rapport à cette notion de 40% de CO2, c'est le bâtiment, par rapport à ces solutions qui arrivent. Et je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur les différents pays qui travaillent en local. Est-ce qu'on peut faire par une entreprise comme Saint-Gobain des régions du monde, pour vous, qui sont en avance sur les autres par rapport à ça? Ou c'est globalement, vous appliquez votre stratégie partout? Ou on peut considérer que l'Europe du Nord est plus en avance? Est-ce que... Donc, on n'a pas la même stratégie partout parce que la situation est différente. Si on prend un pays comme la France, 85% des bâtiments qui existeront en 2050, ils existent déjà aujourd'hui. Donc en France, le sujet, c'est pas comment on construit des nouveaux bâtiments, c'est plutôt comment est-ce qu'on rénove les bâtiments existants. Donc 70% des bâtiments, ils vont devoir être rénovés. Donc en France, on va plutôt se concentrer sur des solutions pour la rénovation des bâtiments, alors que dans d'autres pays, des pays émergents où il y a une forte démographie, il y a de l'urbanisation, là on va plutôt être sur de la construction neuve par exemple, donc ça ne sera pas forcément les mêmes solutions. De manière générale, vous évoquez le poids du ciment qui est absolument majeur. Une des solutions sur lesquelles on accélère avec Saint-Gobain, c'est d'aller vers des modes de construction légères, c'est-à-dire en France traditionnellement quand on construit, on a des murs porteurs qui sont pleins, et qui sont des murs qui sont faits de briques ou de pierre ou de béton. La construction légère, ça consiste à aller vers des modes constructifs où on a des piliers qui sont porteurs, donc des piliers qui peuvent être en bois, qui peuvent être en métal ou en béton, et de remplir ces piliers par des murs beaucoup plus légers qui ne sont pas porteurs et qui sont beaucoup moins carbonés et qui peuvent être faits avec des matériaux comme du verre, de la plaque de plâtre, de l'isolation, etc. Et c'est vrai que ces modes de construction légers, ils sont plus développés dans certains pays que d'autres. Donc la France n'est pas en avance sur le sujet. Les pays nordiques ont beaucoup plus de construction ossature bois. Les États-Unis, quasiment tout est en construction ossature bois aux États-Unis, au Japon aussi. Donc là, on voit effectivement des différences par pays. Ce qu'on voit, c'est que dans tous les pays, on a une accélération quand même, une transition vers ce type de construction légère. Merci. Nathalie, j'ai eu la chance de faire des choses avec vous il y a 2 ans et j'ai été assez épaté de voir que vous n'aviez que 4 ans de stock. Ah oui, c'est une moyenne, hein, parce qu'en fait, on a des stocks qui sont bien plus âgés que 4 ans. Oui, bien sûr. La dernière eau de vie, la plus ancienne, elle date de 1805. Non, mais ça montre la fragilité d'une entreprise, son besoin de protéger son sol. La notion de durabilité, Absolument. Elle est avant tout pour le sol. Surtout d'une région comme la Charente, parce que j'avais discuté avec les agriculteurs, ils disaient c'est un sol qui a été beaucoup de problèmes. En fait, le sol de la Charente, c'est un peu comme le sol de l'agriculture en France. En fait, après la guerre, il y a eu une course à la productivité. Donc, tout ce qu'on voit en France, donc du machinisme, des intrants chimiques, la viticulture n'a pas été épargnée, puisque l'idée, c'était de produire. Et donc, effectivement, les sols, c'est la matrice de notre produit. Donc on a tout un programme autour des sols vivants, justement, pour réintroduire de la biodiversité au-dessus, mais aussi en dessous, pour reconstituer tous les réseaux de connexion des champignons, des vers de terre, toute la santé en fait des sols. Et c'est extrêmement important. Juste comme information, il y a 3-4 ans, j'avais organisé une table ronde avec Thierry Marx. Et je me souviens très bien de sa phrase, c'est-à-dire on a tous appris à l'école que la Beauce était le grenier de la France. Et il disait qu'il y a 20 ou 30 ans, ce qui fait la richesse d'un sol, c'est son sous-sol, donc son lombric. Et il y avait 2 tonnes de lombric à l'hectare. Et il y a 3 ans, il en restait 200 kilos. Pour dire, c'est-à-dire qu'aucune valeur nutritionnelle dans la terre de Beauce. Une baguette de pain venant de Beauce n'a pas beaucoup de valeur nutritionnelle. Donc c'est intéressant parce que je ne sais pas s'il y a besoin des valeurs nutritionnelles pour faire le cognac, mais c'est intéressant de la notion de sol vivant. Et c'est sur ces notions de sol vivant qu'on avait travaillé ensemble. Oui, on est en train d'écrire, d'imaginer et de concevoir les indicateurs de santé des sols. Bon, et l'idée, c'est de le faire avant que la réglementation le fasse, justement pour pouvoir identifier l'état de santé des sols.
Alors, je vais revenir. Je vais commencer cette question avec vous, Laurence, parce que bon, ça s'intéressera les trois, mais je pense que surtout pour vous, donc vous êtes principalement sur 2 secteurs, on va dire mode et un peu automobile. Mode et automobile, oui. Ouais, Est-ce 50 qu'on oui. considère que ces changements, sont venus de vous, mais est-ce qu'on peut se dire que ça peut venir aussi sous la pression de vos clients, de vos consommateurs? Je pense, par exemple, le milieu automobile est énormément sous la pression du consommateur. Je veux dire, s'il y a eu tellement sur l'émanation de CO2 des moteurs. Le milieu automobile, il est sous la pression des coûts. C'est ça qui le drive. Et après, sous la pression des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics, mais c'est vraiment le secteur d'activité qui manage au mieux ses coûts et qui a cette grande sensibilité finalement aux économies qu'il peut faire. Et donc, c'est pour ça qu'on est très fort dans l'automobile, parce qu'eux, ils ont compris tout de suite la valeur de faire des économies justement nous, on leur permet de faire à peu près entre 15 et 20% d'économies matière. C'est énorme. C'est énorme. Et donc chaque année, ils nous poussent dans nos retranchements aussi, et on développe aussi des logiciels, des machines pour aller toujours plus loin. Et là, on est à gagner 1%, 1% par 1%, parce qu'on est sous la pression effectivement de ces clients. Et l'automobile, souvent, ils sont un peu précurseurs par rapport à cette logique économique que le secteur de la mode et l'habillement a moins. Donc effectivement, nos clients nous poussent à aller toujours plus loin, à faire toujours plus avec moins. Mais néanmoins, les solutions les plus en rupture que l'on a pu lancer, et on a lancé ça il y a 3 ans, on est allé vraiment jusqu'au bout de la démarche et on a lancé une solution pour l'ameublement et pour le fashion, pour la mode. On a poussé la logique à se dire, ben voilà, aujourd'hui on est dans un mode où on produit, on stocke, on distribue, on vend, on solde et on détruit, en gros. Eh bien, le modèle de demain, c'est de produire à la demande. Et de produire à la demande de façon industrielle. Parce qu'on sait tous produire à la demande, mais à part que le tailleur du coin, ça coûte cher, etc., c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et nous, on a mis au point des solutions industrielles qui permettent effectivement d'industrialiser cette production à la demande. Et donc, j'en profite pour répondre à la question... Sur le fashion. Sur le fashion et sur l'ameublement. Qui va mettre en danger le retail? Non, pas du tout, parce que finalement, le retail est en train de se transformer aussi. Le retail, à un moment donné, finalement, aujourd'hui, le magasin, il est pas simplement... il peut être virtuel. Pas une question. Voilà. Tout est en train de se transformer. À un moment donné, le retail est en train de complètement changer. Et on accompagne aussi ce changement auprès de nos clients. Parce que finalement, cette visibilité pour le client peut se faire effectivement via des sites de vente en ligne, soit leur propre boutique virtuelle, avec des essayages aussi en 3D. Et donc, on a aussi des solutions pour permettre finalement d'essayer des vêtements sans avoir à se déplacer, etc. Donc, le monde du fashion est complètement en train de se réinventer. Mais dans le bon sens, parce qu'à un moment donné, le modèle que l'on avait jusqu'à présent, il n'était pas vertueux. À un moment donné, il y avait trop de pollution, trop de déchets, trop de gaspillage. Et tout ça, finalement... et pourquoi on avait ça? Parce que pour développer un vêtement, le cycle était très long. Il y avait 18 mois, en fait, entre j'ai un mode, un style, je fais un tissu, le tissu, j'en fais un prototype, etc. 18 mois. Et entre 18 mois, finalement, comme le monde change beaucoup et très vite, finalement, on arrivait à produire des choses qui n'étaient plus du tout en adéquation avec les besoins. Le fast fashion de Zara et de H&M. D'où le fast fashion. Mais alors, le fast fashion a connu aussi son apogée et est en train de complètement changer. Parce qu'aujourd'hui, H&M et Zara se réinventent. Et Shine arrive. Mais Shine, vous allez voir ce qui va se passer. J'espère. Oui, mais c'est là que ça va être intéressant, c'est que, je provoque, mais justement, peut-être que c'est un peu représentant de l'ancien modèle. C'est le dernier aura, à mon avis. Parce que je suis totalement d'accord, parce que j'ai beaucoup étudié le fashion. Et qu'est-ce que je pense que Laurence est en train de dire, c'est qu'en fait, et c'est important, c'est que le dernier kilomètre dans chaque industrie va devenir le premier kilomètre d'innovation. C'est-à-dire que le dernier kilomètre, on a toujours utilisé le terme le problème, last mile problem. Et là, c'est le premier kilomètre d'opportunité. Donc effectivement, ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a des pop-up stores où on peut expérimenter de nouveaux modèles et avec l'intelligence artificielle, etc., on peut co-créer de nouveaux modèles avec les consommateurs
Les entreprises comme Nielsen ont des outils pour ça. Et donc, on est en train d'aller de make to stock à même pas make to order, mais des petits batchs, en petits volumes, qui peuvent être produits de plus en plus localement dans les territoires. Donc là, on a vraiment le Graal. Et ce n'est pas une fiction, c'est déjà réalité dans quelques territoires en Europe et en France. Sur les cognacs, sur Annecy, la demande ne vient pas du consommateur, malgré que sur le vin, ça bouge quand même. Ça bouge beaucoup plus sur le vin. Non, en fait, j'ai le regret de dire que la demande sur la durabilité ne vient pas de nos consommateurs. Oui, bien sûr. Mais soit... elle commence à venir sur le vin ou pas? Moi, je suis pas. Sur le vin, oui. Je ne peux pas trop en parler. C'est pas mon domaine. Ouais. Mais en tout cas, de notre côté, c'est nous qui promouvons cet axe stratégique. Hein. En réduisant les packaging, on fait aussi des efforts sur le verre, parce que le verre est très émissif, donc c'est le poids de verre de la bouteille, c'est l'énergie des fours pour les bouteilles, donc de toute façon, enfin, ces mouvements-là, c'est nous qui les poussons en fait, parce que le consommateur, en termes de spiritueux, ça le concerne pas beaucoup, à ce stade. Bah oui, donc ça va directement à la question suivante. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un appel d'offres sans un cahier des charges de durabilité dans votre profession. Ça n'existe plus. Alors, dans la plupart des appels d'offres publics, effectivement, il y a des exigences de plus en plus fortes sur l'efficacité énergétique des bâtiments, sur la circularité aussi. Le secteur du bâtiment, donc non seulement c'est 40% des émissions de CO2, mais c'est aussi 50% des déchets dans le monde. Donc la circularité est un enjeu très important. Saint-Gobain a répondu récemment à un appel d'offres pour le village des athlètes des Jeux Olympiques à Paris. Et une des contraintes fortes, c'était d'avoir des matériaux qui soient, donc là on est au-delà de la circularité, des matériaux qui soient démontables et réutilisables. Puisque les petites chambres d'athlètes, les cloisons vont être enlevées et puis réutilisées ailleurs pour transformer ces bâtiments en logements pérennes derrière. Donc là, il y a beaucoup d'innovation aussi pour arriver à développer ce type de solutions démontables, réutilisables et aller vraiment vers l'économie circulaire. On a aussi de la part des gros acteurs de plus en plus de demandes sur la durabilité. Donc quand on prend des acteurs comme Nexity, eux-mêmes se sont engagés sur des objectifs de réduction de leur empreinte carbone. Et donc, évidemment, ils le répercutent. Et donc, on a noué un partenariat avec Nexity pour des solutions bas carbone pour les logements. Après, ce n'est pas vrai de tous nos clients. C'est vrai que c'est surtout vrai des clients publics et des clients d'une certaine taille, comme Nexity ou Bouygues. Ah oui, il y a encore donc, une grande partie du secteur privé qui ne se pose pas ces questions-là. En tout cas, qu'il ne met pas dans le cahier des charges. C'est mal interprété de ma part. Qu'il ne met pas dans le cahier des charges. On va un petit peu parler des filières. J'étais impressionné quand on avait suivi le World Living Souls Forum de voir à quel point il y avait vraiment un besoin d'échange sur la filière et de se dire on ne garde pas nos infos pour nous. Et on avait beaucoup trouvé avec les journalistes qui m'avaient accompagné, dont Florence qui est là, beaucoup d'humilité face aux problématiques qui arrivaient. Et je ne sais pas si Nathalie pouvait nous en dire un petit peu. Puis après, on verra si justement il y a des échanges au niveau des filières. Parce que là, c'était un événement qui avait été organisé par Moët Hennessy, donc c'est la branche. Non, oui. Mais c'est important parce qu'en fait, c'est la branche qui chapeaute toutes les maisons de vins et spiritueux, donc de LVMH. Et c'est aussi le collectif dont on parlait tout à l'heure qui fait la différence, oui. Mais le collectif aussi dans la pluridisciplinarité. Donc il y avait des chercheurs, il y avait des universitaires, il y avait des entreprises, des producteurs, en biodynamie, enfin, tout l'écosystème était représenté. Parce qu'en fait, les sols et tout ce qui est agricole est extrêmement morcelé. En fait, il y a beaucoup d'acteurs et il y a peu d'instances où en fait on peut échanger de façon transversale sur les différents sujets, sur les avancées,
et puis faire des expérimentations, de la recherche et développement. Donc, et à cette occasion, en fait, on s'était réunis avec nos concurrents. Oui. Donc NC avait fait une table ronde avec Rémi Martin, avec Martel, justement parce que la nature et les sols en particulier sont un bien commun. Et donc les solutions, elles sont collectives. Et ça va au-delà des sujets de concurrence qui, eux, existent en bonne et due forme sur les marchés et sur les têtes de gondole. C'est la même chose dans les autres secteurs? Alors, pour répondre à la question, effectivement, est-ce que les cahiers des charges incluent ça? Oui, tous les grands groupes maintenant. Dans l'automobile, on a effectivement... enfin, on est passé aux filières, mais moi, je réponds sur la précédente. Effectivement, tous les grands groupes automobiles, systématiquement, dans leur appel d'offres, indiquent ça. Les grands groupes aussi. Par contre, les petites sociétés, c'est pas encore le cas. D'accord. Non. Est-ce qu'il y a, oui, il y a la Fédération du bâtiment. Alors, Oui, je sais sur pas la question si de c'est la filière, clairement, ouais. le bâtiment, c'est un secteur où il y a énormément de petites entreprises, en fait, essentiellement de petites entreprises. En France, 400 000 artisans du bâtiment. Donc, l'enjeu, il est très important de fédérer la filière. Il y a toute une chaîne de valeur qui est impliquée. Ça va des architectes, des promoteurs, des donneurs d'ordre, etc. Et donc, chez Saint-Gobain, on a lancé un observatoire de la construction durable et on organise pays par pays des instances d'échange autour de la construction durable. Donc, on l'a fait en France, on l'a fait en Pologne, en République tchèque, aux États-Unis. On va le faire là pour la COP, où on réunit ensemble sur un même territoire justement ces différentes professions, architectes, promoteurs, les écoles d'architecture aussi, les artisans du bâtiment, pour avoir cet espace d'échange parce qu'il faut l'implication de toute la filière pour transformer. Oui, mais peut-être que vous étiez avant avec Point P, peut-être ça peut être intéressant aussi, parce que je travaille pas mal avec eux, d'expliquer aussi comment une marque peut aider justement ses artisans à anticiper et s'adapter à la décarbonation du bâtiment. Effectivement, comme le notait aussi Laurent, c'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes entreprises sont plus sensibilisées et plus motrices que les petites entreprises. Or, dans le bâtiment, et en particulier pour la rénovation, c'est vraiment les petites entreprises qui sont au cœur. C'est les entreprises qui font les rénovations, c'est surtout des petites entreprises. Et donc, nous, à travers notre filiale Point P, on a énormément d'actions de formation auprès de ces artisans. Donc, il faut savoir qu'un tiers des artisans certifiés RGE en France, donc reconnus garants de l'environnement, ont été formés par Saint-Gobain, par Point P. Donc on organise des formations, on forme aussi des nouveaux artisans, parce que c'est un métier qui n'est pas assez attractif aujourd'hui, alors que c'est un métier qui a vraiment de l'impact, qui est concret, qui a de la valeur. Voilà, devenir chef d'entreprise, c'est potentiellement une carrière très intéressante, où on peut faire des réalisations dont on peut être fier, mais aujourd'hui c'est un métier qui n'attire pas assez. Et donc, on a créé des CFA, des centres de formation d'apprentis. Donc, on en a 55 en France qui forment les futures générations d'artisans de la rénovation énergétique. Donc, on propose énormément de types d'actions, également avec des outils digitaux pour accompagner les artisans et puis qu'ils puissent se former tout au long de leur parcours. Et pour finir juste sur la filière, bien sûr, dans la mode, c'est pareil, on pousse, on booste et Electra. Donc là, ça fait partie de notre engagement aussi pour les générations futures. On donne gratuitement nos logiciels dans les écoles, dans 7000 écoles du monde entier. Carrément. Parce qu'à un moment donné, voilà, ça fait partie de notre engagement sociétal de travailler pour les générations futures. Et donc, bien sûr, la filière, on travaille forcément avec elle et on les aide parce qu'on ne peut pas travailler sans la filière. Je vais finir par une dernière question, ce qui me permettra de repasser la main à Antoine. En fait, on s'aperçoit depuis 11 ans que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait 3 entités qui fonctionnent. Le citoyen qui adhère, l'entreprise qui change et le pouvoir public qui légifère. Souvent, le pouvoir public est obligé de légiférer avant. Je ne vais pas parler de durabilité, je vais parler de... Jamais ce ne serait pas les fabricants de tabac ou le citoyen qui auraient arrêté de fumer dans les bars et les restaurants. Ça s'est bien passé parce que les pouvoirs publics ont dit un jour on arrête de fumer dans les restaurants. La limitation de la voiture à 130 km/h, il a fallu un jour légiférer. Donc là, c'est intéressant on voit bien sur l'automobile aujourd'hui, ça ne serait aberrant. On ne fait plus la pub pour une voiture qui va consommer 10 litres au 100 ou qui va consommer du CO2. Donc il y a une prise de conscience du citoyen.
l'action qui a été faite sur les particules fines vis-à-vis du diesel fait que d'un pays qui avait 75% de diesel, aujourd'hui il a plus de 25% et c'est impossible à revendre. Donc c'est intéressant de savoir vous avez le sentiment, les entreprises comme les vôtres, qu'elles sont capables de devancer le citoyen et les pouvoirs publics, ou on est toujours en attente d'un pouvoir public qui va démarrer, que ce soit dans la région, ou que ce soit à travers des aides, ou que ce soit au niveau du pouvoir central. Je vais répondre parce que pour moi c'est très très facile. On devance toujours. Ah d'accord. On devance toujours. Et je vais rajouter 2 autres acteurs parce que je les trouve importants aussi dans votre écosystème. Il y a les chercheurs et les philosophes. Et eux, ils vont nous aider aussi à changer. Voilà. Comme Navi. Mais il est un citoyen du monde. Alors, nous, en fait, on a essayé de devancer les choses, hein, parce qu'on avait fait nos analyses, et en particulier, bon, on peut parler du décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est des réductions de consommation d'énergie par bâtiment, etc. Nous, on n'avait pas attendu le décret tertiaire pour les anticiper. En revanche, c'est vrai que toute la transition énergétique, c'est coûteux. Je prends pour exemple la distillation. Aujourd'hui, toute la distillation du cognac est faite avec des énergies qui ne sont pas forcément bas carbone ou renouvelables. Donc les bouilleurs de cru sont équipés de propane. Et à un moment donné, c'est comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent aider aussi à faire en sorte d'avoir des flux de gaz, donc des raccordements de gaz qui soient biométhane ou biogaz à un moment donné pour pouvoir décarboner au mieux l'utilisation de cette énergie. Après, évidemment, en avoir optimisé l'utilisation pour la réduire. Chez Saint-Gobain, on essaye d'être en avance sur la réglementation. Mais cela dit, comme je l'ai dit dans le bâtiment, il faut vraiment structurer toute la filière. Et pour ça, on a vraiment besoin de la puissance publique pour définir un cadre. Ce qui est très important, c'est qu'il faut que ce cadre il soit stable dans le temps. La filière, elle a besoin de temps pour s'organiser, recruter des nouvelles personnes, acquérir des nouvelles compétences, faire des investissements. Tout ça, pour pouvoir le faire, il faut avoir une certaine visibilité dans le temps. Et donc le pire, c'est quand les pouvoirs publics changent le cadre tout le temps, où là, ça ne permet pas à la filière derrière de s'organiser. Donc je dirais que vraiment ce qu'on attend des pouvoirs publics, c'est un cadre qui soit cohérent et surtout qui soit stable et qui donne une visibilité dans le temps pour derrière permettre à toutes les entreprises de s'engager. Monsieur le Président, on vous attend pour faire cette conclusion de cette magnifique journée où vous allez bien, Président Rousset. Un peu compliqué de conclure alors que j'ai pas pu participer à cette merveilleuse journée. Je remercie mon ami David d'être là. Il paraît que vous avez été d'une assiduité, m'a dit mon cher directeur d'ADI, extraordinaire. Donc cette initiative qui est portée par ADI, par l'ADEME, par le club des ETI, par la région. J'allais l'oublier. Et je remercie la Chambre de commerce de Bordeaux de nous accueillir dans ce merveilleux palais de la Bourse. Que dire de plus que vous n'ayez déjà évoqué en... D'abord, et je rebondis sur ce que vous avez dit à la fin de propos, je ne sais plus qui, peut-être vous-même, une nouvelle collaboration ou une collaboration refondée entre le monde public, le monde des acteurs publics et politiques et le monde de l'entreprise. Vous savez que c'est mon mantra depuis des années, venant du monde de l'entreprise pendant de longues années. Et l'écosystème de confiance qu'on a mis en place, notamment avec le club des ETI, mais pas que, produit sur le plan de la décarbonation
des actions assez exemplaires. Je le dis à l'encan à ceux qui veulent bien m'écouter, le monde de l'entreprise est en avance. Alors pas toutes les entreprises, on continue à forer du pétrole en Ouganda. Mais le monde de l'entreprise, pour des raisons triviales, je baisse ma facture énergétique, je regarde ma réputation auprès de mes salariés, je suis attentif à mes résultats. Mais en tout cas, on voit que dans les investissements que la région finance ou contribue à financer, dans le nombre d'entreprises qui arrivent en Nouvelle-Aquitaine et qui portent cette bifurcation vers la sensibilité climatique, décarbonée, est assez incroyable. Je faisais calculer pour le dossier qu'on va présenter lundi prochain à nos collègues du Conseil régional, qui va s'appeler Néoterra 2, qui est la suite de tout le travail qu'on a accompli avec plus de 400 scientifiques sur la documentation, la prise de conscience, les pistes nouvelles dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, de la vie quotidienne, des transports, de l'habitat, sur ces bifurcations qu'on doit faire en commun. Mets-moi ton pouce. C'est près de 100 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine qu'on peut comptabiliser. Tout le système des batteries, qu'on fomente depuis une bonne dizaine d'années, un peu plus, y compris leur déconstruction et leur reconditionnement, le système de la déconstruction des cellules photovoltaïques à travers une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la régénération et non plus simplement le traitement du titane, avec une entreprise à Tulle, en Corrèze, une entreprise écossaise qui est venue s'installer ici. La transformation aussi du groupe allemand qui a 2 cimenteries en région pour changer son système de température ou passer du charbon à l'argile pour produire du ciment, qui était un des plus gros producteurs de CO2. Enfin, je pourrais citer plein d'exemples. Le cluster que l'on a créé sur les entreprises de biosourcing, de solutions agricoles qui ne s'appuient pas sur des produits fossiles, des molécules fossiles, et qui offrent des solutions aux agriculteurs pour passer à l'agroécologie. Et y passer non pas à 10-15% avec l'agriculture biologique, qui est un totem pour nous, mais tous les autres, les 90% des autres agriculteurs. Comment, dans le Bordelais, par exemple, on va pouvoir traiter le mildiou et l'oïdium, et il y a eu une crise importante au niveau de la vigne cette année, en utilisant des microalgues qui sont fabriquées à Libourne. Et comment ces microalgues vont traiter le mildiou et l'oïdium? Comment on est capable de défossiliser toutes nos activités? Et je sais que au niveau du Cognacet, il y a aussi des projets particulièrement intéressants. Vous parliez tout à l'heure du passage du gaz à une autre énergie. On est en train d'ailleurs de développer le gaz vert un peu partout. On a même des projets, je regarde, il se trouve que le hasard de mes dossiers faisait que on est en train de regarder au niveau de la région la pyrogazéification, avec un projet sur Limoges. Mon rêve, bien entendu, je le redis, c'est Annecy, c'est ça. Mon rêve, c'est que tout le cognac bascule en bio. Je pense que le cognac a les moyens de le faire. Vous imaginez? Parce que demain, nos consommateurs, même si on est dans une crise de pouvoir d'achat aujourd'hui, demain, les consommateurs seront très attentifs.
Les salariés le sont de plus en plus. Et recruter pour une entreprise suppose de donner du sens. Mais je pense que les consommateurs, lorsque arrivera, et je l'espère le plus vite possible, une période géopolitique apaisée, je ne peux que le souhaiter, ils seront de plus attentifs à cela. Alors ça suppose qu'on n'oppose pas, y compris pour les entreprises, fin de mois, fin du monde. Ça suppose que durabilité et rentabilité ne soient pas des contradictions. Ça suppose qu'on s'appuie aussi sur l'innovation là où elle est nécessaire. On ne savait pas il y a quelques années déconstruire les cellules photovoltaïques. Comme on ne savait pas il y a quelques années vitrifier, comment s'appelle ce matériau qui produit des maladies, l'amiante. On sait le faire à Morsinx, au milieu des Landes, avec la torche à plasma. Or aujourd'hui, il reste sur les bâtiments agricoles, je ne sais pas si c'est des milliers d'hectares, mais une quantité énorme de plaques de fibrociment qu'il faut sortir pour mettre des plaques de cellules photovoltaïques, et il faut déconstruire tout cela et pas l'enterrer au bout des champs parce que tout ça percolerait dans les nappes. On a des défis aussi dans le domaine agricole. Comment réussir avec moins d'eau à produire l'alimentation dont notre pays, nos concitoyens ont besoin? Comment est-on capable, je reviens à ce cluster de biosourcing, de produire sans polluer les nappes? En Gers, par exemple, quand les communes ou les collectivités installent des unités pour produire de l'eau potable avec du charbon actif, il faut changer les charbons tous les 6 mois. Habituellement, les unités de charbon actif se changent tous les 3 ans. Comment est-on capable, et nous travaillons avec les universités, de filtrer l'eau qui sort notamment des hôpitaux ou des maisons de retraite? Comment est-on capable de récupérer tous les perturbateurs endocriniens? Est-ce que c'est par filtration? Est-ce que c'est par des plantes? Les enjeux en matière d'emploi, d'intelligence collective sont considérables. Et moi, je me réjouis du dialogue que l'on a avec le monde économique, avec le monde de la recherche. Il faut faire de cette crise, et ce n'est pas Nabil Rajou qui me dira le contraire, il faut faire de cette crise une opportunité. Ça va supposer aussi qu'on se préoccupe des problèmes sociaux. Les entreprises ont leur part, nous avons la part, les pouvoirs publics. Mais il est évident qu'on ne peut pas oublier dans ce cadre-là le pouvoir d'achat. Jean Pisani-Ferry, dans son rapport, évoque un investissement de 60 milliards par an. Moitié-moitié, pouvoir public, entreprise. Et on a même parfois des obstacles paradoxaux que la désindustrialisation, d'ailleurs, impacte. Nous sommes en train de transformer le chauffage ou le rafraîchissement des 300 lycées qui sont de notre propriété, de notre responsabilité, pour les passer à la géothermie et à la pompe à chaleur. On n'a pas de foreurs, ou peu de foreurs. On a très peu d'entreprises. Je parle trop longtemps. Si en plus j'use les piles de la chambre de commerce, tu ne me demanderas pas une augmentation de la subvention. Où est le président? Et donc, on voit qu'il y a aussi des obstacles liés à notre souveraineté technologique, au moins européenne. Et il en est de même pour les principes actifs des médicaments. Le moindre problème dans le canal de Suez fait que des médicaments de base ne sont plus accessibles à nos concitoyens. Donc si on ne veut pas avoir une nouvelle révolte de type gilet jaune,
ça suppose que de part et d'autre, les chercheurs, le monde de la science, y compris de la science humaine, le monde de l'entreprise, le monde des pouvoirs publics, travaillent un pont plus loin, plus haut, et que de cette crise naisse une nouvelle histoire à raconter, un nouveau cadre de vie ensemble, dont nous avons l'obligation. Là, aujourd'hui, on a dépassé les 1,5 degrés dans 15 ans, 2 degrés, enfin, invivable. Invivable. C'est donc contre cette invivabilité qu'un groupement de tous les efforts doit s'organiser pour faire que le monde qu'on laissera à nos enfants ou nos petits-enfants soit meilleur et vivable. Merci. Merci d'être resté. Merci de nous avoir écoutés, cette table ronde. Merci Noémie. Merci Nathalie. Merci Laurence. Merci Nathalie.